Un enfant rit, un autre court, l'autre pleure dans un coin. Un guide lève la voix, tente de faire tenir les petits en ligne devant le monstre. Celui qui trône là, figé, gueule béante, pelage improbable, artificiel, les griffes faussement sorties et le regard vide. C'est une statue de bois et pour eux, ce serait sûrement une monture de légende. Bienvenue à Saugues, où elle domine ses terres. Bienvenue dans le Gévaudan. Je suis Camille Debreuil et aujourd'hui, on a fini de traquer la bête. Je vous propose de suivre sa trace la plus contemporaine, une trace qui se compte en billets vendus, en nuitées réservées, en nombre de mugs estampillés. La trace qui transforme de terribles souvenirs en ressources et les crimes en cartes postales. Bon, aujourd'hui, après les 11 derniers épisodes, quand vous pensez au Gévaudan, vous pensez peut-être sang, morsures, hurlements dans la brume, peur dans les villages, hommes sanguinaires planqués dans la forêt, rois en disgrâce et nobles qui cherchent à redorer leur blason. Il y a aussi les récits de grand-mère, les veillées d'hiver à se faire peur. Et justement, il y a aussi cette peur transmise comme un patrimoine à demi-mot entre le fromage et le café, de génération en génération. Mais aujourd'hui, la bête est un peu partout. Elle trône sur les panneaux d'entrée de village. Elle veille au-dessus des menus dans les restos à thème. Elle s'invite sur les devantures des gîtes, entre deux croissants de lune et une pancarte « Maison typique ». Elle est sur les t-shirts, les sacs, les étiquettes de bière artisanale. Bref, on la transforme, on la tord, on la revend. Ce n'est plus une bête, c'est devenu une marque. Et ça, c'est tout sauf un hasard. Il y a une 50aine d'années encore, la bête du Gévaudan, ça restait une histoire locale, une rumeur d'altitude. On la racontait dans les familles, parfois dans les écoles, dans les veillées, etc. Mais elle n'était pas encore devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Une attraction, un produit d'appel, une véritable identité pour tout un territoire. Alors, que s'est-il passé ? Comment est-on passé d'un mythe effrayant à un business séduisant ? D'un cauchemar du XVIIIe siècle à une manne touristique du XXIe ? De la panique à la peluche souvenir ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on continue à venir ici pour la chercher encore et encore, alors qu'on sait quand même tous qu'on ne la trouvera plus désormais ? Dans cet épisode, je vous propose qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause, qu'on quitte les bois, les procès, les cadavres, et qu'on regarde ce qu'il reste une fois que les cris se sont tus et que les siècles ont passé. Il reste un mythe, bien sûr, et aujourd'hui, il est en vitrine. Retour en arrière. Nous sommes à la fin des années 1960. La France change, la voiture se généralise. En 1965, un ménage sur 3 en possède une. 10 ans plus tard, c'est 1 sur 2. Les routes s'améliorent, les congés payés se démocratisent beaucoup plus, les vacances au vert deviennent une réalité pour pas mal de familles. Mais la Lozère, la Haute-Loire et le nord de l'Aveyron, eux, restent toujours un peu en marge. Ah bah y a pas la mer, et c'est un peu paumé, on va pas se mentir. Pas de grands sites patrimoniaux, à part de jolies églises romanes et le site médiéval d'Apcher qui est un peu sympa, mais il y a peu d'activités touristiques organisées à l'époque. C'est pas encore the place to be pour passer ses vacances. Le territoire est toujours très rural, enclavé et très marqué par l'exode des jeunes et la fermeture des petits commerces. Mais tout n'est pas perdu pour la région, car il y a là un gisement narratif très prometteur. Une histoire ancienne, effacée des programmes scolaires, mais restée vivante dans les mémoires, la bête du Gévaudan. Elle circule dans les veillées, comme je vous l'ai dit, mais aussi dans les bulletins paroissiaux parfois, et les conversations d'anciens devant les portes. Elle est là, latente, mais pas encore exploitée. C'est dans les années 1970 que les choses commencent à bouger. Des communes comme Marvejols, Paulac-en-Margéride ou Saugues organisent des fêtes autour de la bête. On y voit des chars décorés, des défilés costumés, des scènes rejouées et de l'aligot saucisse pas chère. Le Corso Fleuri de Mende, encore aujourd'hui, fait défiler un char de la bête chaque été. Et je crois même qu'à chaque fois c'est le premier du défilé. On vient pour l'ambiance, le folklore, et déjà à l'époque ça attire du monde, au moins en local. Dans les années 80, on passe un cap. Des panneaux explicatifs sont installés sur les lieux emblématiques, à Auvers, dans toute la clairière de la Sogne d'Auvers, et puis bien sûr à l'endroit où Jean Chastel aurait tué la bête en 1767.
Là encore, l'enjeu est autant historique que touristique. Il s'agit de raconter, de donner à voir et de baliser un vaste territoire narratif. En 1995, une très belle année soit dit en passant, une statue en bronze de Marie-Jeanne Vallée est inaugurée à Auvers. Rappelez-vous, c'est une des personnes qui aurait survécu à une attaque de la bête. Cette statue montre la jeune femme en posture de défense, brandissant sa baïonnette. L'artiste Philippe Caplin, j'espère que je le dis bien, y voit une héroïne populaire. C'est une des premières tentatives de monumentalisation de l'histoire de la bête, et elle ouvre la voie à tant d'autres, vous allez le voir. Dans les années 2000, alors que dans le Gard voisin, les dernières mines ferment, créant une vague de chômage et une désertion des jeunes, d'autres villages du Gévaudan emboîtent le pas à ceux qui, précédemment, ont compris que l'histoire de la bête pouvait les sauver. À Malzieuxville, 2 sculptures publiques sont inaugurées en 2010 et 2012. À Saint-Privat-d'Allier, une statue entièrement métallique, super impressionnante, accueille les visiteurs. À Aumont-Aubrac, place du Portail, une fontaine représente la bête tenant les armes de la commune, surmontée d'un drapeau portant fièrement le nom du Gévaudan. À Paulac, on adopte en 2001 un blason aux 2 bêtes stylisées qui protègent la croix de Malte, le tout sur une espèce de colline bien verte représentant sûrement la Margéride. La bête devient une identité visuelle et un langage commun, à nouveau, des siècles plus tard. Mais le véritable tournant a lieu en 1999 avec l'ouverture du musée fantastique de la bête du Gévaudan à Saugues. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. C'est pas un musée classique, c'est un parcours immersif en 22 dioramas avec des mannequins en plâtre, des ambiances sonores, des reconstitutions. On y suit les attaques, les peurs et les différentes traques. Le musée ne prétend pas être scientifique, il est avant tout sensoriel, populaire et marquant. Il attire chaque année des milliers de visiteurs et devient le point nodal du tourisme autour de la bête. J'ai personnellement pas eu l'occasion d'y aller encore, mais je compte bien remédier à ça dans le courant de l'année, parce que ça a l'air vraiment d'être une attraction à faire dans le coin. La mémoire est d'ailleurs aussi devenue matière à sculpture. À Saugues justement, ils ont installé une statue imposante de la bête, sculptée à la tronçonneuse dans un seul séquoia par Jean-Pierre Cognas, et elle a été réinstallée en 2023 près du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe pas très loin de là. Cette œuvre populaire avait été retirée pour restauration en 2021. Taillée dans un tronc monumental, elle représente la bête menaçante avec carrément des dents et tout, dans une esthétique brute qui tranche complètement avec les représentations plus classiques. Vous pouvez regarder cette sculpture de Saugues sur Google si jamais vous n'êtes jamais allé, ça vaut le coup d'œil. C'est une œuvre locale, reconnue par les habitants, mais aussi devenue une véritable icône, photographiée par tous les touristes de passage. En résumé, la mémoire de la région et de cette affaire est devenue un itinéraire à faire, une case à cocher. Et cet itinéraire est devenu une marchandise. Au début, c'était du folklore local. Aujourd'hui, c'est du marketing territorial assumé. Les offices de tourisme consacrent des pages entières à la bête. Elle est présente sur les sites, dans les brochures, sur les sentiers balisés. On vend des circuits à thème, des balades commentées, des veillées comptées à la lueur des bougies. Elle devient une expérience à vivre et une promesse de frisson en famille, ou du moins une promesse de mystère non résolu. Autour d'elle, un marché local s'est structuré. La brasserie La Bestia à Chanac propose une gamme de bières artisanales aux étiquettes jouant clairement sur l'univers de la bête du Gévaudan. J'ai même vu qu'il y avait une cuvée loup blanc. Tout est fait, là encore, pour qu'on reste dans l'ambiance. Sur les marchés de l'été, on trouve des t-shirts « J'ai survécu à la bête », des magnets, des carnets, des cartes postales, des en veux-tu, des en voilà. Certains gîtes portent son nom, sûrement pour attirer, notamment la clientèle étrangère friande de cette histoire qui a dépassé nos frontières. Les librairies mettent en avant les livres sur le sujet, parfois même écrits par des écrivains locaux. On reste très chauvin. Des spectacles en plein air l'été, des jeux de piste pour les petits et les grands, et même des activités scolaires l'utilisent comme un fil conducteur tout au long de l'année. La bête est devenue un actif économique et un produit culturel modulable à souhait. Mais ce succès pose parfois question. Derrière la légende, le marketing et la communication cool et très immersive de la bête du Gévaudan, il y a des faits. Et maintenant vous les connaissez bien. Il y a des morts par centaines et une panique collective qui a été, un jour, bien réelle. Toute une société rurale a été traumatisée. Et parfois, dans les produits dérivés, dans les spectacles, dans les attractions, ce poids-là semble disparaître.
On ne raconte plus vraiment, on décore, on comble les trous, on transforme la peur en folklore pur et l'horreur d'un temps perdu en divertissement qui fait vendre. Et pourtant, tout n'est pas à jeter, car ce marketing-là, aussi sensationnaliste soit-il, permet aussi de faire circuler une mémoire, de la maintenir vivante, d'attirer l'attention sur un territoire oublié, de raconter, même de manière imparfaite ou partielle, une histoire qui aurait pu s'effacer. Dans les années 80, tous les événements autour de la Bête rencontrent un écho. La presse locale en parle et rapidement, on se rend compte que oui, les visiteurs affluent pour ça, pour la Bête et son aura. Ils viennent parce qu'ils ont lu un article, parce qu'ils sont tombés sur un panneau sur leur route des vacances, parce qu'ils ont entendu dire qu'ici, il y avait un monstre autrefois. Et sur place, ils veulent en savoir plus. Ils demandent où ça s'est passé, où a eu lieu telle ou telle attaque, où la Bête a été tuée, où sont les archives. Et souvent, à cette époque, on ne sait pas trop quoi leur répondre. C'est à ce moment-là que naît l'idée d'un circuit, un itinéraire qui aurait un vrai fil rouge. Au fil des années 80 et 90, plusieurs projets émergent. Une route de la Bête est esquissée, visant à relier entre eux des lieux emblématiques du mythe. Le bois de la Ténazère, la clairière de la Sogne d'Auvers, le village de la Bessère, le Mont Mouché, les plaines de Nozérolles. Des panneaux pédagogiques sont posés et des randonnées/balades à thème sont proposées. Des guides commencent à raconter sur place ce qu'ils savent ou croient savoir des attaques et mettent en lumière tous les protagonistes de cette histoire pantagruélique. Et tout ça culmine à la fin des années 90, justement, quand on crée le fameux musée fantastique de la Bête du Gévaudan, celui dont je vous ai parlé, ouvert à Saugues en 99. On y entend les hurlements, on voit les visages figés de terreur, c'est kitsch parfois, mais ça marche, ça c'est sûr. Et surtout, ça marque le public. Le musée devient un point de passage obligé. Il est signalé sur les cartes routières puis sur les GPS. Il est recommandé par les offices de tourisme, les groupes scolaires s'y arrêtent, les guides en parlent, on se retrouve avec des bus de touristes et la Bête devient visible, audible et expérimentable par tous. Et ça change tout, car désormais on ne vient plus seulement en Gévaudan, on vient pour la Bête. Dans les années 2010, le développement du tourisme de proximité et la montée des circuits culturels poussent les acteurs locaux à aller encore plus loin. Plusieurs initiatives voient le jour. D'abord, le Sentier de la Bête à Paulac-en-Margéride, un parcours balisé à travers les paysages des attaques supposées. Ensuite, la création de cartes interactives sur les sites des offices de tourisme permettant de suivre les traces de la Bête. Et enfin, toute une flopée de spectacles estivaux comme la Nuit de la Bête ou les veillées comptées en plein air à la lueur des flambeaux, notamment dans le cadre des Nuits des légendes. Le fait qu'on prenne maintenant l'histoire de la Bête pour une ressource économique montre qu'on ne parle plus d'un fait divers du XVIIIe siècle, mais d'un capital narratif. Quelque chose qu'on peut activer, transformer à sa guise et dans lequel on peut investir. Les produits dérivés liés à la Bête ne sont d'ailleurs pas du tout anecdotiques. Sur les marchés estivaux, les stands consacrés à la Bête sont souvent les plus fréquentés. Du côté des institutions, le discours s'affine aussi. Sur les sites officiels des collectivités, la Bête est présentée comme une figure patrimoniale emblématique, à la croisée de l'histoire, du folklore et de l'identité locale. Elle fait l'objet de campagnes de communication ciblées, par exemple « Venez frissonner dans les pas de la Bête » ou encore « Créez vos propres souvenirs de légende ». Et j'en passe et des meilleurs. Ce glissement vers le marketing narratif est assumé et souvent revendiqué comme une manière de faire vivre le territoire. C'est un parti pris, certes, mais ils y vont à fond. Il n'existe pas d'études chiffrées malheureusement globales sur l'impact économique direct de la Bête, mais plusieurs indicateurs montrent qu'elle joue quand même un rôle significatif. Le musée de Saugues accueille chaque année des milliers de visiteurs, principalement en période estivale. Les événements annuels liés à la Bête, les fêtes médiévales, les reconstitutions, les conférences, etc. attirent un public vraiment fidèle. Et si vous regardez, il y a énormément de groupes d'ailleurs qui existent autour de la Bête du Gévaudan. Et bien entendu, les hébergements du coin, les restaurants et même les gîtes ruraux s'appuient sur la légende pour nommer leurs offres, leurs plats et leurs chambres. Le but ultime, rester dans le thème, quoi qu'il arrive. Mais cette instrumentalisation n'est pas sans poser question. Certains critiques locaux, historiens ou habitants regrettent une forme de folklorisation excessive. La légende, disent-ils, est parfois dénaturée, édulcorée, vidée de sa complexité. On en fait un monstre de plastique, une attraction familiale et un alibi touristique. C'est, je suppose, un équilibre compliqué et fragile à trouver. D'un côté, un récit porteur qui permet à des territoires isolés de retrouver de la visibilité. De l'autre, une légende qui court le risque d'être trop marketée pour rester signifiante. Et c'est peut-être là le vrai paradoxe.
Pour continuer à exister, la bête doit être apprivoisée. Elle doit être montrée, mise en scène, rendue accessible. Mais à force de l'avoir rendue visible à ce point-là, a-t-on fini par la vider de sa moelle ? Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette bête qui fit trembler le royaume ? Un musée, des statues, quelques sentiers balisés et beaucoup de récits. Récits d'archives, récits réinventés surtout par énormément d'auteurs sur lesquels j'ai pu aussi m'appuyer pour vous présenter cette saga, et des récits revendus. Elle n'a jamais été aussi présente, et pourtant, peut-être n'a-t-elle jamais été aussi floue. C'est entre autres pour cette raison que j'ai voulu m'intéresser au sujet, moi qui, peut-être comme vous, pensais connaître cette histoire sans pour autant savoir la raconter en détail ou en comprendre les enjeux de l'époque. La bête est devenue un outil de communication, une identité de territoire, une mascotte économique si vous voulez. Et dans un monde saturé d'images et de storytelling, ça semble presque logique. Il faut bien que les territoires racontent quelque chose. Il faut bien que les campagnes parlent plus fort que celles d'à côté pour qu'on les écoute. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Quelle que soit la théorie que vous choisissez de croire, parmi toutes celles qui existent, la bête du Gévaudan n'est pas qu'un loup en peluche sur un stand estival. La raconter, c'est encore possible, la preuve, je le fais ici humblement et sûrement de manière clairement imparfaite. On peut continuer de montrer ce qu'a été cette affaire dans un musée ou même sur un t-shirt, à condition de ne pas taire ce que la bête portait. La peur des marges, la violence des campagnes oubliées et notre besoin, toujours, de donner absolument du sens à ce qu'on ne comprend pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 12e épisode de la saga de l'été. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'ai beaucoup aimé me pencher sur cet aspect touristique et marketing de la bête, parce que comme beaucoup d'autres histoires, ça fait vendre et je trouve ça toujours intéressant de voir l'impact réel dans nos vies, au niveau financier, au niveau de la communication et de la vente tout simplement, pour voir un petit peu ce qu'on en tire aujourd'hui au XXIe siècle. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà sur Patreon pour pouvoir aider ce podcast à aller encore plus loin. Et si vous le souhaitez également nous rejoindre, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour l'épilogue de cette saga de l'été qu'on termine en beauté.